On parle de sociétés qui valaient des dizaines de milliards de dollars de market cap coté, dont la market cap est passée en 2 mois à 0. En fait, dans ces économies-là, les investisseurs institutionnels se disent « je ne peux plus investir à 10 ans ». Je n'y vois pas assez clair en fait. Private equity chinois, il n'y a plus qu'un seul type d'investisseur, les instituts chinois. Bonjour à tous et bienvenue sur Basis Point. Lamine Yamal, vous connaissez? S'il est en train d'entrer dans la légende du foot, c'est en grande partie grâce au recruteur du Barça. Un gars dont le métier est d'être au bon endroit, au bon moment, de déceler l'extraordinaire et de créer un lien de confiance. Ok, vous allez être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? En fait, Frédéric Stollard, qu'on va rencontrer aujourd'hui, il fait exactement la même chose, mais dans le monde du business. Depuis près de 30 ans, il repère les Lamine Yamal de l'entrepreneuriat. Pas sur un terrain de foot, non, mais dans les datas, les pitchs, les signaux faibles que personne ne voit. Altarock, son dernier bébé, c'est une plateforme digitale qui donne enfin aux particuliers aisés un accès à ce qui se faisait jusqu'ici en cercle très fermé, les grands fonds de private equity internationaux. Avec une idée simple mais radicale, démocratiser le haut du panier. Mais le private equity, c'est aussi un secteur parfois opaque, souvent risqué, et une fois qu'on est dedans, c'est difficile d'en sortir quand on veut. C'est aussi une activité qui peut souffrir d'une image trop déshumanisante du business. En gros, qui jette une entreprise familiale bien sympa dans une centrifugeuse pour en tirer jusqu'à la dernière goutte de jus. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et oui, bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater. Investir dans l'économie réelle, c'est stylé. Mais il y a quand même pas mal de freins. En fait, finalement, c'est à se demander. Franchement, Frédéric, pourquoi le private equity? C'est illiquide, c'est risqué, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas très bien. Pourquoi les gens investissent? Oui. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons... D'abord, parce que ça dépend qui investit. Aujourd'hui, dans le monde actuel, essentiellement les institutionnels et quelques grandes familles très fortunées. Alors pourquoi elles investissent? Pourquoi ils investissent? D'abord parce qu'ils ont envie de toucher du doigt à l'économie réelle. Donc ils ont envie d'être proches de PME performantes et de pouvoir comprendre leur business model. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une grande société cotée comme Amazon, on ne comprend pas tout ce qu'elle fait. Elle est dans 10 business units, c'est compliqué. Là, dans une société qui fait 100, 200, 500 millions de chiffre d'affaires, on comprend ce qu'elle fait. Donc on a un lien direct avec l'économie réelle et le capital qu'on y apporte, on voit sa contribution directe dans l'économie mondiale. On crée un champion, on l'aide à se digitaliser, on l'aide à s'internationaliser. Donc on a une contribution directe de son capital et on voit le fruit de son capital. Donc ça, c'est une première raison pour donner du sens à ce qu'on fait. Maintenant, au plan économique, il y a essentiellement 3 raisons si on interroge les institutionnels. La première, c'est qu'il y a un enjeu de diversification. Si on regarde les sociétés qui font plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires dans le monde, 94% sont non cotés, 6% sont cotés. Donc si on cherche des pépites, on a 15 fois plus de chances de les trouver dans le monde du non coté que dans le monde du coté. Et par ailleurs, le nombre de sociétés cotées ne fait que se réduire chaque année dans le monde. Donc on a plus de chances de les trouver dans le monde du non coté, mais en même temps, elles sont vachement plus difficiles à trouver. Alors c'est un métier en fait. Donc les gens ne se rendent pas forcément compte, mais le non coté est un métier industriel. Dénicher des pépites, convaincre ses dirigeants, convaincre ses actionnaires, les diligenter, les acheter, les transformer, c'est un métier devenu, en 60 ans d'histoire du private equity, un métier industriel. Donc aujourd'hui, actionnaire à valeur ajoutée, c'est un métier qui a disparu des marchés cotés, parce que sur les marchés cotés, puisqu'on compare de temps en temps coté non coté, l'actionnaire coté... Historiquement, et c'est à ça qui sert en fait, les assemblées générales, c'est... Oui, mais quand il y a un sujet fondamental de gouvernance aujourd'hui, sur les grandes sociétés cotées, combien de sociétés cotées sont vraiment contrôlées par leurs actionnaires et combien de ces actionnaires sont au board et combien de ces actionnaires sont influents sur la gouvernance? Un nombre anecdotique à part des grandes sociétés cotées familiales. Mais sinon, une des vocations premières du private equity, au-delà d'apporter des capitaux, c'est d'apporter une gouvernance active, d'aider le management dans la formulation de sa stratégie et dans son exécution. On garde quand même cette image un petit peu peut-être négative ou péjorative du financier qui débarque, qui s'assied en tête de table du conseil d'administration, qui déshumanise la société, qui change l'ADN, qui change la culture de l'entreprise en parlant d'argent, en rendant des targets beaucoup plus court-termistes. Et les sociétés perdent leur âme avec ce genre de gouvernance, non? Donc ça, c'est Gordon Gekko dans Wall Street. Alors aujourd'hui, le monde du private equity, il est aux antipodes de ça. Pourquoi? Parce qu'il est devenu tellement compétitif, ce monde du private equity, que si je ne suis pas un financier qui apporte de la valeur ajoutée, je ne vais jamais gagner, je ne vais rien gagner. Je ne vais pas gagner la confiance des managers, je ne vais pas gagner la confiance des vendeurs, je ne serai pas capable de convaincre le management de suivre des stratégies qui créent de la valeur. Donc en fait, aujourd'hui, l'enjeu
principal d'un fonds de private equity compétitif, c'est créer de la valeur industrielle. C'est l'antithèse de ce que vous décrivez. Parce que c'est nécessité qui fait loi. Dans le monde d'hier, il y a 30 ans, le private equity était une industrie d'ingénierie financière. Celui qui savait structurer des deals de LBO, celui qui savait structurer de la dette, celui qui savait créer une transaction structurée dans laquelle le dividende allait servir à rembourser la dette, dans un monde où il y avait peu d'acheteurs, peu de concurrence à l'achat, pouvait très bien gagner sa vie. Cette compétence de structuration financière, elle s'est commoditisée. Donc aujourd'hui, dans ce monde très compétitif, pour créer de la valeur, il faut convaincre beaucoup de monde de travailler avec soi, comme je le disais, le manager, les vendeurs, tout l'écosystème, et il faut surtout avoir une vraie capacité à apporter de la valeur ajoutée industrielle. Je prends un exemple. Moi j'étais le patron d'un grand fonds français de private equity pendant 20 ans, j'étais le patron d'un fonds généraliste. Mettons qu'une société, un éditeur de logiciels, donc on regardait des deals en France, en Suisse, en Belgique. Un très bel éditeur de logiciels suisse est en vente. La société fait 100 millions de chiffre d'affaires, 30 millions d'EBITDA. Elle est mise en vente. Je reçois un info mémo d'une grande banque d'affaires, UBS me téléphone et me dit cette société est à vendre. Je vais rencontrer son management, je le trouve compétent et le processus de vente va durer 2 mois. Premier tour, deuxième tour, voire troisième tour. La probabilité est très forte que 10 fonds américains spécialisés aient rencontré cette équipe depuis 5 ans déjà. Ils la connaissent, ils l'ont fait venir aux États-Unis. Ils ont discuté avec cette équipe de plans de création de valeur transformants. Ils ont discuté avec cette équipe de management d'acquisition relutive qui pourrait faire autour d'elle. La réalité, j'ai aucune chance de gagner contre ces fonds spécialisés qui ont vendu au management leurs compétences industrielles en fait. Donc dans ce monde du private equity très compétitif, si on n'apporte pas une valeur ajoutée à l'écosystème global, on ne sera pas un gagnant, on sera un perdant. Mais vous venez avec quoi donc qu'est-ce que vous rajoutez à cet écosystème? Vous faites travailler des gens de votre réseau étendu pour créer des opportunités de business pour les boîtes que vous rachetez? Est-ce que c'est des connaissances du business lui-même que vous allez apporter pour améliorer les process, les produits? Ce que vous dites soulève une autre question presque plus profonde, c'est que le monde du private equity s'est verticalisé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le monde est tellement compétitif que les grands fonds champions ne sont plus des fonds généralistes, ce sont des fonds verticaux, c'est-à-dire des fonds spécialisés par industrie. Qu'est-ce que ce fonds spécialisé par industrie va apporter à une équipe de management? Déjà, dans ces fonds, presque la moitié des équipes sont des opérationnels. C'est plus des deal makers. Donc c'est une équipe Ops qui va décider un business plan en amont d'un deal. Avec ou sans l'équipe de management, le fonds va faire sa propre vision du plan de transformation de l'actif. Voilà ce qu'on pourrait faire avec cette boîte si on la rachetait. Voilà ce qu'on va faire avec cette boîte si on l'achète. Il y a un plan très profond, industriel, IT, social, distribution, technologique, concurrent, acquisition. Donc le fonds a une équipe opérationnelle de 10, 20, 50, 100 personnes qui sont forgées une conviction sur l'actif. Une équipe Ops, interne, pas les consultants, interne au fonds, parallèle à l'équipe de dealmaker. Donc on voit bien que dans ces fonds verticaux, il y a presque 2 compétences. Il y a une compétence de dealmaker, structurer un deal, négocier un deal, convaincre un vendeur. Et il y a une équipe opérationnelle qui va travailler avec l'équipe de management, qui va lui apporter ce qu'on appelle son playbook. Parce que quand je connais bien une industrie, j'ai développé sur les dizaines de deals similaires des recettes. Je vais apporter ces recettes à l'équipe de management. En plus de tout l'écosystème de mes experts serviciels, technologiques, j'ai tout un écosystème d'experts, d'anciens patrons de boîtes concurrentes, d'anciens CEO du secteur que je vais mettre à contribution, de sociétés de portefeuille similaires que je vais mettre en relation pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et en fait, je vais essayer de faire en sorte que cette société croisse plus vite avec moi que sans moi. Est-ce que dans cette longue carrière, vous avez déjà voulu faire ça et que vous êtes passé à côté? Ça n'a pas marché? Il y a du risque dans ce métier. Ce n'est pas parce qu'on est un très bon fonds de private equity qu'il y a 0 risque. Il y a un risque. Il y a un risque de perte en capital, il y a un risque de se tromper sur l'équipe de management parce qu'à la fin, ce sont des hommes et des femmes qui exécutent ces plans. On peut avoir dessiné dans un très beau bureau des plans magnifiques, industriels, scientifiques, technologiques, digitaux. Si le management n'y arrive pas ou ne veut pas, parce que parfois ces plans sont très ambitieux, c'est comme un sportif de haut niveau, à un moment il ne veut plus. Eh bien, ces équipes de management, parfois, ça ne le fait plus, on ne s'entend plus avec elles n'y arrivent pas, elles ne veulent pas. Alors là, ça dépend qui on est. Si on est un fonds majoritaire assez agressif, on va la changer. Alors, on va très bien la traiter.
Ils vont être très bien. Parce que le deal de départ avec cette équipe, Erreur de casting. erreur de casting, et on s'est dit, on s'est trompé, on refait le match. Ils seront traités très fairly, mais il y a 3000 personnes qui attendent l'exécution de ce plan. Il y a une société qui a des concurrents ambitieux et agressifs, et si on ne l'aide pas à changer de braquet, elle sera peut-être en difficulté. Donc, on s'est engagé à livrer ce business plan. Et finalement, ce business plan, c'est un peu la boussole. C'est quand on a signé un deal, on s'est mis d'accord avec le management sur un business plan, et on s'est dit, on va livrer ce business plan. Et c'est ça notre boussole. C'est un plan à 5 ans, typiquement, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et on se dit, on ne va pas tellement être soumis aux aléas trimestriels, on se moque presque des marchés, financiers j'entends, trimestriellement, et on s'est fixé un cap, comment est-ce qu'on va exécuter ce plan à 5 ans, et on n'a qu'une seule idée en tête, le management, les board members, tout l'écosystème des consultants, aider l'équipe à livrer ça. Donc hyper hands-on en fait, quoi. Très opérationnel. Les fonds modernes, les meilleurs fonds modernes sont très hands-on. C'est très nouveau ça, hein. Il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de fonds hands-on. Mais comme le marché devient plus compétitif, si je paye un actif très cher et que je ne le transforme pas, et que je n'ai pas une idée très claire de ce que je vais en faire, je ne vais pas gagner d'argent. L'environnement des taux, un peu partout dans le monde, est à la baisse. Ça vous donne... ça vous rend optimiste pour votre métier? Je vais peut-être vous choquer, ça n'a pas tellement d'importance. Je vais expliquer pourquoi. Parce que pendant les années qui ont suivi le Covid, on a entendu parler du private equity qui tirait la langue, l'argent qui était devenu trop cher, difficile d'investir, ralentissement de création de licornes, enfin... Oui, et je pourrais vous dire que je suis très content que les taux vont baisser. Évidemment, je suis content que les taux vont baisser parce que la dette va être plus simple à financer, la structuration de gros deals sera plus simple à exécuter, le coût du financement sera plus bas. Qui dit taux plus bas, dit taux d'actualisation des cash flows plus bas, dit coût du risque plus bas, dit multiples qui sont relevés et donc revalorisation des deals. Oui, tout ça est un environnement très vertueux. Mais la réalité, c'est que sur les 60 ans passés, le private equity a connu les époques de hausse de taux, de baisse de taux, et à la fin, ce qui est intéressant, c'est de benchmarker le private equity contre les marchés cotés. La référence quand même, hein, le private equity, si on est très honnête, il a une dimension d'illiquidité structurelle. Pourquoi est-ce que le private equity doit surperformer les marchés cotés? Parce qu'il y a une illiquidité, parce que l'investisseur institutionnel doit rester engagé 5, 7, 10 ans. Il faut qu'il soit payé pour ça. Eh bien, le private equity a démontré une chose, cette prime d'illiquidité, quand je la compare aux marchés cotés, qui eux aussi ont bénéficié des hausses de taux ou des baisses de taux, cette prime d'illiquidité, elle est à peu près constante depuis 15 ans, 20 ans. Grosso modo, entre les marchés cotés et la moyenne mondiale du private equity, donc je compare moyenne à moyenne, il y a 700 points de base d'écart. Quelle que soit la météo géopolitique, quelle que soit la météo climatique, quelle que soit la météo des taux d'intérêt, le private equity a réussi par son agilité à surperformer les marchés cotés de 700 points de base. Donc évidemment, je pourrais vous dire... Ça c'est sur quel... 30 ans. On a des stats depuis 60 ans sur l'industrie. Hein. Ça fait 60 ans qu'on a des stats. Parce qu'on dit toujours que c'est très difficile de faire mieux que du buy and hold sur le S&P 500 sur 20 ans, par exemple. Alors, ce que vous dites est très vrai. C'est très difficile de battre les marchés cotés en tant qu'investisseur coté. Donc aujourd'hui, trouver une gestion active sur les marchés qui va battre les index de 200 points de base par an tous les ans, c'est compliqué. Alors maintenant, si je suis le private equity et que je ne bats pas les index, je n'ai pas ma raison d'être. Il y a une illiquidité structurelle. L'institutionnel qui investit en private equity, il va prendre un engagement de 10 ans sur un fonds. Il est tiré sur 5 ans, il commence à recevoir des distributions en année 4. Son payback du capital est à peu près en année 7 et il reçoit capital et plus-value en année 10, 11, 12. C'est long, il faut qu'il soit rémunéré pour cette durée-là. Il va acheter de l'illiquidité. Donc, fondamentalement, si je vais prendre de l'illiquidité quand je suis institutionnel en achetant du private equity, je veux au moins 600 à 700 points de base par an, net de frais de rémunération pour ce risque d'illiquidité. Et le private equity l'a servi, quels que soient les environnements de taux. Et ça, vous arrivez à le tenir aujourd'hui? Quand je regarde dans le rétroviseur, sur les 20 ans passés, très largement, quand je me projette, est-ce que je pense que ça va changer? Non, je ne pense pas que ça va changer. Parce que les recettes qu'ont fait le succès du private equity, je ne vois pas qu'elles changent. Alors, les recettes, c'est quoi? C'est je cherche des champions qui vont croître plus vite que le GDP national. Je veux que des champions qui prennent de la part de marché. Je vais apporter une valeur ajoutée industrielle. Je vais apporter tout un écosystème d'actionnariat actif et engagé que les marchés cotés n'ont pas. Je vais mettre un peu d'effet de levier.
Je vais conduire des stratégies de buy and build, donc de consolidation d'industrie agressive. Je vais essayer de vendre ma boîte au meilleur industriel qui paiera une prime stratégique. Ces recettes-là, elles n'ont pas changé. La seule chose qui change, si je suis honnête, c'est que moi, j'ai démarré ce métier en 90. Alors, il y a 35 ans, les fonds de private equity étaient presque pas très nobles. Quand un industriel vendait une filiale ou qu'une famille vendait un business, ils n'avaient pas envie de le vendre à un fonds de private equity. On vend notre âme, en fait. Totalement. C'était un citoyen de deuxième classe. Mais il y avait un avantage. On était 3 à acheter, 4 à acheter. Donc on achetait par nature très bien. Ce qui a fondamentalement changé, c'est que la concurrence a changé. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, l'expertise financière pure, elle s'est commoditisée. Donc aujourd'hui, il faut apporter autre chose. La réalité, la surperformance du private equity par rapport au marché coté, elle se réduit chaque année. Elle se réduit. Il y a 30 ans, elle n'était pas de 700 points de base, elle était de 1000 points de base. Elle se réduit par la concurrence, pas par les taux. Alors pourquoi tout le monde ne se rue pas sur le private equity? Par exemple, je parle pour des investissements très long terme, comme des fonds de pension, moi pour mon épargne privée par exemple. Pourquoi est-ce que j'irais acheter du Logitech ou du Nestlé ou du Vodafone plutôt que de mettre mon argent, parquer mon argent 10, 12, 13 ans dans du private equity? Si on en revient au principe fondamental du private equity, en gros, moi j'ai une belle boulangerie de luxe dans le quartier de chez moi qui va bien, qui croît. J'ai envie de m'engager dans l'aventure, je veux acheter une part de cette boulangerie. Déjà, elle est rarement à vendre. Donc en fait, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que le métier d'actionnaire engagé industriel, c'est un métier. C'est un métier très complexe. Pourquoi? Alors il y a plusieurs questions dans votre question. Pourquoi les clients privés ne se précipitent pas dessus? Parce que c'est peu connu, parce que c'est très nouveau, parce que le ticket pour rentrer dans un grand fonds de private equity champion, il est de 30 millions de dollars minimum. Donc déjà, il y a un enjeu énorme de tickets unitaires et d'accès. Parce que ces fonds sont sursouscrits par des institutionnels historiques, donc il n'y a même pas de place. Parce qu'il y a les liquidités quand même qu'il faut accepter. Donc il faut accepter dans sa tête que quand j'investis dans un fonds, je suis engagé pour 7 à 10 ans. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Il y a toute une série de réflexes historiques. On a l'habitude en tant que client privé d'investir sur des marchés cotés, liquides. Je rentre, je sors quand je veux ou à peu près. Donc c'est un changement du paradigme. Tout ça est nouveau. En tout cas, chez les clients privés, c'est relativement nouveau. Donc il y a un enjeu d'éducation, d'explication. Il y a un enjeu réglementaire aussi. Le régulateur, comme c'est un produit sur lequel vous êtes engagé longtemps et sur lequel, si vous vous êtes trompé, c'est compliqué de changer de cheval, le régulateur est très pointilleux et donc il va mettre beaucoup de contraintes avant que cette industrie puisse atteindre le client privé. Donc, elle y arrive doucement, mais c'est un marché qui est quand même très régulé et dans lequel le client privé doit être pris par la main avec beaucoup de prudence pour sécuriser le régulateur. De ce que vous dites là, ça semble être quelque chose d'intéressant pour les épargnes retraite, par exemple. On met de l'argent de côté, on le laisse travailler, on n'y pense pas. Alors là, si vous me lancez là-dessus, j'ai une conviction très profonde. Dans les grands pays sophistiqués dans lesquels les retraites fonctionnent par capitalisation, notamment les États-Unis, le private equity, c'est 25% de l'actif total des fonds de pension américains. Donc, le moteur de la performance des retraites américaines, c'est le private equity, depuis 60 ans, avec plein d'autres conséquences. Quand j'ai une industrie des retraites qui utilise le private equity comme moteur de performance, j'accompagne des PME championnes. Ça stimule la croissance et l'innovation. Ça stimule la croissance de l'économie. Je crée des champions mondiaux américains. Je crée des sociétés de taille internationale qui vont convaincre et convertir le monde entier. Donc, il y a plein de vertus au-delà même des retraites. Voilà, c'est systémique. Ah ben, c'est complètement systémique. Je crée un tissu industriel local champion du monde. À l'inverse, dans les grands pays européens, on est encore sur des retraites par répartition qui sont totalement anathèmes économiquement, dans un monde où il y a un vieillissement de la population. Donc, il y a un enjeu fondamental à moderniser les retraites, qui en plus grèvent les déficits des États chaque année. Et si on mettait un peu de private equity dans le financement de nos retraites, il y aurait plein de vertus. D'abord, ce serait moins onéreux pour les États. On créerait des champions européens, on créerait de l'emploi en Europe. Et donc, je milite tous les jours pour que nos systèmes de retraite, mais là, il y a une dimension politique aussi, commencent à s'acclimater à l'usage de la molécule private equity. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que là, vous parlez de changer tout un écosystème politique. C'est culturel. Faire accepter aux régulateurs européens qu'une caisse de retraite va s'engager sur 10 ans dans des fonds de private equity, c'est un changement de paradigme. C'est nouveau.
La caisse de retraite, elle a l'habitude d'acheter des obligations d'État, des obligations AAA, un peu de AA quand ils prennent vraiment du risque, des actions Nestlé quand ils prennent beaucoup de risques. Donc là, vous parlez... 0,5% par an, ouais. Oui, mais vous parlez de prendre du non-coté avec un risque d'iniquité perçu sur 7 à 10 ans, c'est nouveau. C'est nouveau. Mais ma conviction, ne serait-ce que pour des contraintes économiques et fonctionnelles, la molécule de private equity prendra une part de plus en plus importante dans les retraites et dans l'épargne. Et ça a l'air le moment a l'air opportun parce que de plus en plus de gens se plaignent de cette lenteur européenne, justement, de notre incapacité à faire face aux autres grandes économies mondiales. Est-ce que le timing est opportun? Oui. Quels sont les freins? Ils sont politiques, c'est-à-dire réglementaires. Sur le marché français, par exemple, quand on veut sortir un nouveau fonds de private equity, l'AMF est très pointilleuse sur ce qu'on peut dire ou pas dire. Donc, le régulateur, mais ce n'est pas que l'AMF. En Italie, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, le régulateur est très soucieux de faire en sorte que le client privé ne soit jamais lésé sur un produit où il ne peut pas changer de cheval en cours de route. Mais il y a un autre sujet, c'est celui de la connaissance. La connaissance de l'écosystème, l'industrie du private equity est encore mal connue. Elle est connue d'une petite coterie de quelques milliers de pratiquants en Europe. Elle n'est pas connue des politiques. Elle est encore peu connue des assureurs. Elle est très peu connue des banques privées. Elle est encore peu connue des tiers gérants. Donc on est encore sur un marché où l'enjeu de la connaissance par les professionnels de l'écosystème est en train de se construire. Vous parliez alors déjà, des États-Unis qui est une usine à champion du monde. Économique en tout cas. Oui, économique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres zones géographiques qui sont intéressantes? Il y a un sujet dans le private equity qui est important d'évoquer. Vous êtes engagé sur 10 ans. Donc vous avez besoin d'environnement géopolitique stable. Vous avez besoin de vous dire, le jour où j'accompagne cette société, je la vendrai dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, est-ce que l'environnement géopolitique à la sortie sera stable? Donc il y a toute une série d'écosystèmes où c'est compliqué de faire du private equity parce que c'est dur de se projeter à 10 ans. Alors, la Chine, par exemple... C'est dur de se projeter à 6 mois. Hein. Oui, mais regardez la Chine. La Chine a été l'Eldorado des fonds, en tout cas, elle était perçue comme l'Eldorado des fonds de private equity américains jusqu'à 2-3 ans. Et puis vous avez vu la fermeture géopolitique du marché par les autorités de tutelle. Et là, les acteurs chinois du private equity n'arrivent plus du tout à lever l'argent parce que... C'est les fonds immobiliers notamment. Mais même les fonds de private equity chinois, ils n'arrivent plus à lever auprès d'investisseurs internationaux parce que la Chine est perçue comme un environnement géopolitique à 10 ans incertain. Donc, l'Afrique, compliquée. Une grande partie de l'Asie, compliquée. Je ne dis pas que ce ne sont pas des zones intéressantes, elles sont en hypercroissance économique, mais géopolitiquement, elles sont difficiles. Quand j'investis à 10 ans, j'ai besoin de stabilité perçue du système. Donc on parle de quoi? On parle des US, qui concentrent l'essentiel du private equity mondial encore aujourd'hui. J'allais dire, ok, mais en termes de visibilité, de stabilité géopolitique. Alors, oui, mais attention, Trump parle beaucoup, mais il n'a pas... Sur l'écosystème, le capitalisme américain, il ne le remet pas en cause. Alors après, attention, il y a des secteurs qui sont en train de pâtir de l'incertitude et de la volatilité qu'il crée. Donc, je suis une boîte industrielle exportatrice forte, alors là, je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais plus où je peux exporter, d'où je peux importer, mais sur certaines industries CAPEX light, de services, de logiciels, les États-Unis sont un Eldorado pour le private equity, l'Europe aussi. Et en fait, votre question soulève un autre point intéressant. En fait, le private equity, pour performer, il n'a pas forcément besoin d'une économie sous-jacente en hypercroissance. C'est beaucoup plus important pour lui d'avoir un écosystème géopolitique stable parce que le private equity, ce n'est pas de la macroéconomie, c'est de la microéconomie. Ce que je veux, c'est trouver un champion dans un sous-secteur dans lequel l'économie dans laquelle il rayonne est stabilisée. Lui, il doit prendre de la part de marché et en fait, c'est très important. Je peux très bien gagner ma vie en investisseur private equity dans des économies stables en fait. Parce que je n'achète pas le GDP. Quand je suis investisseur sur les marchés cotés, je suis un grand fonds, je suis un grand fonds coté suisse. Ce qui est intéressant, c'est la croissance de l'économie suisse. Quand je suis un fonds de private equity suisse, ce qui m'intéresse, c'est la performance de mon champion dans son sous-secteur de marché. Donc c'est plus microéconomie contre macroéconomie. Donc en fait, juste s'assurer que la géopolitique ne devienne pas un frein, pas qu'il se fasse nationaliser pas de mise en dans péril. 6 ans. Ben regardez la Chine. Donc qu'est-ce qui se passe en Chine? L'Eldorado, c'était quoi? C'était l'éducation en Chine.
Donc tous les fonds américains depuis 10 ans avaient misé sur l'éducation en Chine. Il y a 2 ans, le gouvernement chinois décide qu'il est interdit de faire du profit dans l'éducation en Chine. On parle de sociétés qui valaient des dizaines de milliards de dollars de market cap coté, dont la market cap est passée en 2 mois à 0. En fait, dans ces économies-là, les investisseurs institutionnels se disent « je ne peux plus investir à 10 ans ». Je n'y vois pas assez clair en fait. Private equity chinois, il n'y a plus qu'un seul type d'investisseur, les instituts chinois. Les investisseurs institutionnels internationaux se disent « est-ce que je suis rémunéré pour le risque institutionnel que je prends ?» La réponse est non. J'ai un risque de change, j'ai un risque géopolitique, pourquoi j'irai? Je n'ai pas de sur-REM, je préfère aller aux US. Aujourd'hui, ce qui est sexy dans l'investissement aux États-Unis, c'est la Silicon Valley, la technologie. Est-ce que tout le monde veut investir dans la technologie ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs, justement parce que vous disiez que c'était devenu un métier très vertical? Est-ce qu'il y a de belles choses à faire ailleurs que dans la tech? Plein. Mais même dans la tech, attention. Donc là, je lisais dans l'avion ce matin The Economist, donc il parle de tech, mais au sein de tech, il y a plein de sous-marchés. Je vais faire quelques grandes verticales. L'AI, donc AI, l'intelligence artificielle, est un secteur qui semble sexy, mais très risqué. Qui sait si cette industrie qui dépense des centaines de milliards de dollars d'investissement industriel sera rentable un jour? Personne. Donc ça, c'est plutôt un monde des fonds de venture. C'est un monde avec, si j'investis sur un champion, je peux faire 100 fois la mise, mais je peux perdre ma mise dans beaucoup de fois. Et puis il y a une autre industrie qu'on appelle tech, mais qui n'est pas vraiment de la tech, qui sont les éditeurs de logiciels sur le cloud et qui vendent des logiciels indispensables. Là, j'allais dire l'infrastructure, les serveurs. Alors là, fabuleux. Les puces. Les puces, c'est encore autre chose, parce que dans la puce, il y a un pari technologique. Mais quand je vends des services d'infrastructure qui, de toute façon, bénéficieront de la croissance du système, je serai gagnant à une condition, que je ne paye pas mes actifs trop chers au départ. Mais donc, aujourd'hui, évidemment, dans le monde du logiciel, on est encore au début de l'histoire de la croissance. Ça croît fortement, mais ça continue à croître de façon très importante. La conversion au SaaS n'est pas encore aboutie. L'AI a à peine démarré. Donc, le logiciel est encore très porteur, mais il y a plein d'autres verticales dans le private equity porteuse. La santé, très porteur. Pourquoi? Parce qu'on vit de plus en plus âgé, il y a des solutions technologiques de plus en plus abouties. Il faut baisser les dépenses de santé des États qui en ont besoin, donc il faut mettre de la data dans le système. Il y a énormément de besoins dans le système de santé. Il y a plein d'autres industries tech. Dans une de vos interviews, vous aviez parlé du marché secondaire du private equity. Oui. En gros, là, c'est un marché de l'occasion du private equity. Tout à fait. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est, OK, si quelqu'un qui est rentré là-dedans en s'engageant pour 7 à 10 ans n'en veut plus, il y a anguille sous roche. Non. Non, je vais expliquer. Donc, je suis un institutionnel. Je ne sais pas, j'ai 10 milliards de patrimoine. J'ai le droit de... Mon conseil d'administration m'a donné le droit de déployer 10% de mon patrimoine en private equity. Donc, j'ai pris j'ai 1 milliard de portefeuille en private equity, j'ai 9 milliards de produits cotés. Et puis, tout d'un coup, les marchés cotés baissent de 20%. Donc, mon portefeuille coté passe de 9 milliards à 7 milliards 2. Je suis surexposé au private equity. Mon board me dit, tu dois vendre une partie de ton portefeuille. On n'a pas le droit statutairement d'être à 15% en private equity. Donc alors, je vais devoir... juste l'effet de marché. Que l'effet de marché. Non, il peut y avoir d'autres effets. Mais là, il y a un effet de marché. Mais ça peut aller dans l'autre sens aussi. Mon portefeuille de private equity peut surperformer quand mon portefeuille coté performe correctement et je suis surexposé aussi. C'est ce qu'on appelle les effets numérateur-dénominateur de mon allocation. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je dois arbitrer. Donc qu'est-ce que je fais? Il faut que je vende des actifs. Bon. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je suis un institutionnel. J'ai un nouveau directeur des investissements. Il a une vision radicale. Il veut imposer sa signature, son toucher de balle. Et il dit ce qui a été fait avant moi, ça ne va pas du tout. On va changer. Donc, on va faire des réallocations. Mais comme c'est engagé sur 10 ans, la seule façon de réallouer, c'est de vendre une partie du portefeuille. Donc, ça s'appelle des réallocations. Et le troisième effet qui peut aboutir à ce marché de l'occasion qui se développe, c'est que tout d'un coup, les taux d'intérêt montent, fin 2022. Il y a un marché qui va se gripper, des acheteurs qui sont convaincus que les prix vont baisser, des vendeurs qui ne veulent pas accepter encore des baisses de prix, et le marché du private equity qui se grippe un peu, et tout d'un coup, il n'y a plus de sortie. En tout cas, pendant un an et demi, il n'y a plus de sortie. Pas parce que la recette historique du PE s'est grippée, parce qu'on a connu ça depuis 50 ans, parce qu'il y a ce qu'on appelle un bid-ask spread. Bon.
Pendant 1 an et demi, les instituts n'ont plus de rentrée de cash parce que les fonds ne vendent plus d'actifs. Mais là, j'ai un problème. J'ai plein de fonds qui reviennent sur le marché et j'ai pas de rentrée. Comment je fais? Ben, je vends une partie de mon portefeuille. Donc, c'est pas des décisions, j'aime plus ces lignes. Ce sont des décisions d'arbitrage au sein d'un portefeuille qui fait... Alors, attention à de quoi on parle. La taille du marché du secondaire, alors, elle était anecdotique il y a 15 ans. On parle d'un marché qui fait 150 milliards de dollars. Vous allez me dire, c'est énorme. Oui, mais le private equity, il fait 6 000 milliards. Donc, le secondaire, 2%, 2,5%. On parle de 2% à 2,5% d'ajustement de portefeuille par an. C'est à la marge. Et les tickets d'entrée pour le secondaire, ils sont plus bas? Pour les clients privés? Oui. Non, les tickets sont les mêmes parce que les grands fonds de secondaire sont même plus grands que les fonds de primaire. Non, pour entrer dans le marché du secondaire, alors c'est encore un autre sujet, c'est que c'est un marché très technique quand même. Il faut déjà bien comprendre le private equity primaire. Après, il y a des avantages secondaires, il y a des désavantages aussi. Comme tout marché de l'occasion, j'achète à un prix décoté. Mais quand j'achète une voiture d'occasion, je la paye moins cher que le prix du neuf, mais elle va moins loin. Donc c'est un produit qui va aller moins loin, qui va moins vite, mais qui est moins cher. Il a des avantages et des inconvénients, mais le ticket d'entrée est aussi élevé. Et moins risqué aussi, puisqu'il y a moins de durée? Oui. Non, c'est pas parce qu'il y a moins de durée, c'est parce qu'en fait, comme j'ai acheté un produit d'occasion, alors dans le private equity, quand est-ce qu'il y a du risque? Il y a du risque quand un fonds vient d'acheter un deal. Il y a du risque parce qu'il peut se tromper sur l'équipe de management, sur le marché ou sur sa diligence. Dans le marché du secondaire, comme j'achète des deals d'occasion qui ont déjà en moyenne 4-5 ans d'âge, ce risque principal, il est derrière moi. Donc c'est vrai, sur le marché du secondaire, le risque est plus faible que sur le primaire, indiscutable. Comme les malfaçons dans la construction, par exemple. Bah oui, quand je vois le bien, je sais s'il est en bon état ou pas. Donc sur le marché du secondaire, c'est vrai, le risque est plus faible. Et pour une autre raison aussi, l'acheteur de secondaire, il achète de façon opportuniste des grands portefeuilles et il a des dizaines, des centaines de lignes, voire des milliers de lignes. Donc dans le secondaire, il y a un avantage par rapport au primaire, c'est moins risqué parce que j'interviens plus tard dans la vie d'un portefeuille et que c'est beaucoup plus diversifié. Après, il y a des désavantages, ça va moins vite et ça va moins loin. Donc, c'est un marché, si vous me permettez, beaucoup plus financiarisé que le private equity primaire. Ça consiste en quoi? Il y a une société qui est à vendre, si je suis un bon fonds, ça fait 10 ans que je lui parle. Je connais son management, je connais ses concurrents, je me suis fait une conviction sur son plan. Le marché du secondaire, c'est pas ça. Il y a un institutionnel qui va vendre 10 lignes dans des fonds, chaque fonds a 50 lignes. Donc il y a 500 lignes à valoriser en un mois. Je ne peux pas rencontrer 500 équipes de management. Donc le secondaire, c'est un marché statistique. C'est un marché, c'est le marché le plus financiarisé du private equity. C'est un marché, ça va vous faire sourire, de base de données. C'est presque un marché côté du private equity. Donc pour être bon dans le secondaire, il faut avoir des bases de données que très peu de gens ont pour être capable de pricer en un mois des portefeuilles de 1000 lignes. Donc c'est un autre marché, plus financier, dans lequel, comme il y a moins de façons de se différencier d'un fonds à l'autre, donc la performance d'un très bon fonds de secondaire, 15-16%, la performance d'un très bon fonds de primaire, 23-25%. En primaire, j'ai une meilleure perf, je fais un meilleur multiple de mise, mais en secondaire, j'ai un risque qui est plus faible. Donc c'est un couple rendement-risque qui n'est pas le même. Est-ce que, là on parle de 500 lignes, de 1000 lignes, en tant qu'investisseur, on a encore l'impression de participer à l'économie réelle, ou on n'est pas en train de se distancier un petit peu justement de ce côté un petit peu plus pragmatique, terre à terre du private equity? Totalement, totalement. Je suis convaincu de ce que vous dites, c'est un très bon point. Le marché du secondaire, en fait, pour moi, c'est un marché d'ajustement de trésorerie pour des instituts. C'est un marché qui est loin du private equity chaud. Le private equity primaire, il est basé sur de l'information chaude. Rencontrer des équipes, se faire une conviction sur une industrie, accompagner une histoire. Le private equity secondaire, c'est différent. C'est un arbitrage financier. Donc, ce sont deux marchés distincts. Il y en a un qui est un peu un dérivé de l'autre. C'est un peu comme des produits dérivés du private equity. Il est très intéressant, il est plus petit, il est très technique sur de la data. L'autre, il est très technique sur le métier du private equity sous-jacent. Donc, ces deux marchés qui sont distincts, il y a les adjacences, mais ils ne résonnent pas pareil. Un champion du monde du private equity secondaire, c'est celui qui a la meilleure base de données. Un champion du monde du private equity primaire, c'est celui qui connaît mieux l'industrie que les industriels de sa verticale. Pour le mot de la fin, j'avais une question. Lieutenant à l'armée? Comment ça fit dans le profil? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai toujours été très engagé dans ce que j'ai fait, donc
Je vais toujours au bout de mes engagements. Je pensais que c'était important de faire son service militaire, d'être... bon, là, il y a 35 ans, donc moi je pensais que c'était important d'être un citoyen engagé, parce que je suis engagé dans tout ce que je fais. Donc je pensais que c'était important. Et je pense que ça crée du lien en plus. Donc je pensais que c'était important de servir son pays aussi. Et donc je pensais que ça donnait du sens. Qu'est-ce que vous avez fait à l'armée? J'ai travaillé sur la programmation. J'ai fait 3 mois de terrain et ensuite j'ai travaillé sur la programmation du char Leclerc. Parce qu'à l'époque, le char Leclerc sortait un char très innovant qui tirait en roulant. Donc j'étais scientifique du contingent parce que j'avais une formation d'ingénieur à la base. Et donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi sur la programmation de la tourelle du char Leclerc, qui était une innovation stratégique il y a 35 ans. Voilà, j'avais envie de servir mon pays pendant 1 an et demi. Excellent. Frédéric, merci beaucoup, c'était fascinant. Merci à vous, shérif. Voilà, merci d'avoir été avec nous, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous avez des choses à nous raconter, contactez-nous, venez et parlons-nous franchement.